Bienvenue dans la saison 3. Comme vous le savez, désormais l'émission s'organise autour d'un invité principal. Ce soir, Éric Besson. Éric, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes ici ce soir pour déclarer que non, malgré tout ce que l'on a pu dire, ce n'est pas vous qui avez trahi Jésus en le livrant aux Romains. Je vous confirme. Voilà. En revanche, il est vrai que vous êtes le symbole de l'ouverture à gauche de Nicolas Sarkozy. Vous êtes le ministre d'ouverture. Est-ce que vous êtes ouvert le dimanche aussi? Oui, parce que je suis maire. Ah oui, Donzère. Et donc je suis maire le dimanche. Oui. Ouais. Alors voilà, donc en P1, nous parlerons de vous, de votre vie, de votre carrière, de vos missions au sein du gouvernement, dont le numérique. C'est vous, monsieur Internet, auprès de Sarko. Pourquoi vous en choisissez? Vous étiez le seul à savoir commander sur le site de la FNAC, non? Non. D'ailleurs, vous savez, quand vous regardez Nicolas Sarkozy, quelqu'un qui envoie un SMS devant le pape, ça veut dire quand même qu'il a une appétence pour les nouvelles technologies bien plus grande qu'on ne le dit. Il est peut-être mal élevé aussi, non? Non, absolument pas. Je crois qu'il avait quelqu'un qui lui disait une gentillesse et il voulait répondre très vite. Donc en P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Éric Nolot. Éric, vous savez que depuis votre arrivée au gouvernement et l'arrivée d'Éric Nolot et Éric Zemmour dans l'émission de Ruquier, Éric est devenu le prénom le moins donné en France. Alors, Éric Nolot, donc, nous parlera aussi de l'édition 2008 du Jour des Nolots, une espèce de Lagarde et Michard Destroy qui flingue tous nos amis écrivains. Toujours en P2, nous rejoindra un dénommé Laurent Baffy, un mec marrant que j'ai connu il y a quelques années. Donc ce Laurent Baffy nous parlera aussi du succès de sa pièce « Un point c'est tout » au Palais Royal et de son one-man show qui devait s'appeler Complet. Mais finalement, il a réfléchi, il ne va pas l'appeler Complet, il va l'appeler Laurent Baffy est un sale gosse. Voilà. En P3, nous recevrons Anthony Delon pour son livre « Le premier maillon » chez Michel Lafon, où il raconte la vérité sur ses origines. Et en fait, vous saviez qu'Anthony Delon était le fils de Jean-Paul Belmondo? C'est un scoop. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et l'orchestre « Les Gréments de Fortune ». Alors, Éric Besson, rebonsoir. Donc, vous êtes secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique. Alors, quand vous rencontrez une gonzesse, vous dites quoi? Parce que ça va être terrible. Quand je rencontre une grossesse, je lui dis que je suis marié. D'ailleurs, vous êtes marié, effectivement, à Sylvie Brunel, qui est géographe, écrivain, anciennement présidente de Action contre la faim. Vous êtes une bonne cuisinière, alors. Vous avez 3 enfants, voilà. Absolument. Alors, vous êtes né en 1958, donc il y a 50 ans, au Maroc, à Marrakech, d'une mère d'origine libanaise, institutrice, d'un père pilote instructeur de l'armée française, et votre père se tue, en fait, en vol, 3 mois avant votre naissance, et vous avez été élevé par votre beau-père. Absolument. Voilà. Vous êtes un enfant posthume. Absolument, et enfance heureuse au Maroc. Dans une famille de droite, hein, mais imprégnée de catholicisme social quand même. Plutôt centre-droit, démocratie chrétienne catholique, oui. On vous envoie 4 ans chez les jésuites. Oui. Alors à 17 ans, vous arrivez en France, faites des études, faites Sciences Po, et votre professeur à Sciences Po, c'est François Hollande. Absolument. Vous commencez à approcher un petit peu le PS, et la première question qu'on vous pose dans la première réunion, c'est de quel courant êtes-vous? J'ai dit, c'est pas possible d'arriver dans un parti qui, avant même de me demander pourquoi j'ai envie d'adhérer, pourquoi je viens, me demande instantanément à quel courant je vais adhérer. Du coup, je suis reparti. Ce n'est que longtemps après, 10 ou 12 ans après, que j'ai adhéré au Parti socialiste. Alors, en 1982, vous êtes recalé au concours de l'ENA et vous achetez une publicité dans Le Monde pour le dire. Ah, c'est dommage, je croyais que tout le monde l'avait oublié. C'est dommage que vous exhumiez ça. Vous faites une pub en disant « Je ne suis pas fait pour devenir fonctionnaire ». Et vous proposez vos services au privé. Exactement. C'est drôle quand même, non? Oui, parce que vous savez, quand à l'ENA vous êtes admissible et que vous n'avez pas l'oral,
on a ce qu'on appelle la confession. Vous allez voir vos examinateurs et vous expliquent pourquoi à l'oral ils vous ont mis une mauvaise note. Et il y a un haut fonctionnaire qui m'a dit monsieur, vous avez la nuque raide, vous n'avez pas les chines souples, vous n'êtes pas fait pour être haut fonctionnaire. Donc ça m'avait agacé et par provoque, j'avais acheté un quart de page ou un tiers de page dans Le Monde et j'avais dit voilà ce qu'on m'a dit, c'est vrai, je ne suis pas fait pour être haut fonctionnaire. Mais maintenant j'essaie de l'oublier cette histoire parce qu'elle ne m'arrange pas. Donc, avec moi rien ne s'oublie, vous savez. J'ai bien compris. Qui avait payé l'annonce? Moi, en empruntant à ma grand-mère. Oh non. Et si. Et vous avez remboursé? Bien sûr. Alors, vous adhérez au PS en 93, donc proche de Martine Aubry dans un premier temps. Vous admirez vraiment Hollande, hein. C'est presque de l'amour. Vous dites qu'il était intelligent, lumineux, drôle. Hollande. Oui. C'est vrai. On parle bien du même, François Hollande. Oui. Ouais. Il est très cultivé, il est extrêmement drôle, il a un sens aigu des rapports de force. Il lui manque le sens de la décision, et puis un peu de sens de la solidarité et du travail en équipe, mais c'est une autre histoire. Ensuite, vous fondez le club des 40. Non, parce que vous aviez vu aux États-Unis ces clubs générationnels. Donc vous faites Dites-moi, vous travaillez drôlement. Hein, oui, je prépare, oui. Parce que j'ai rarement été passé au crible comme ça, oui. Et vous devenez ami avec Jean-Marie Messier. Alors c'est marrant de voir ce Jean-Marie Messier, comme il est passé du statut de maître du monde à petit gros qui fait de la finance quand même. Hein. Non. Hein? C'est quelqu'un qui a fait des erreurs. Hein. Il a fait même quelques grosses erreurs. Mais il a anticipé. Vous vous souvenez d'époque où il disait un jour sur nos téléphones portables, on écoutera de la musique, on regardera la télévision, on sera connecté à Internet. Tout le monde riait. Aujourd'hui, on y est. Alors en 1997, vous êtes député PS et 10 ans plus tard, secrétaire national du PS à l'économie et la fiscalité. Alors c'est l'époque où vous traitez Nicolas Sarkozy de néoconservateur américain avec un passeport français. Oui, je m'en suis expliqué. Il m'a dit, écoute, c'était l'époque où on se rentrait dedans, c'est de bonne guerre, n'en parlons plus. Mais là, vous n'êtes pas d'accord avec Ségolène Royal sur le chiffrage du programme du Parti Socialiste et vous quittez le PS. Je quitte le PS, il y a eu un clash. Ça s'est mal passé, votre départ du Parti Socialiste. D'abord, elle a dit « Qui connaît Monsieur Besson ?» On peut le dire. Ce qui n'est pas très sympa quand même. Hein. Bon. Et puis alors, Julien Drey et François Rebsamen, on dit que c'était dû à votre vie privée, qu'il y avait eu un pétage de plomb. Enfin, ils ont quand même fait courir des rumeurs assez terribles sur vous à ce moment-là. C'était pas très élégant, d'autant que François Rebsamen était supposé être l'un de mes seuls vrais amis en politique, et l'un des seuls à être venu plusieurs fois à mon domicile. Ça m'a particulièrement plu, vous l'imaginez. Voilà, ce qui est dit est dit. Alors, vous, donc, vous publiez Qui connaît Madame Royal chez Grasset. Alors là, c'est un désengage de Ségolène Royal comme j'ai rarement vu. C'est-à-dire que vous finissez en disant « Je ne souhaite pas à mes enfants de vivre dans une France gouvernée par Ségolène Royal ». Donc c'est très, très violent. J'y suis allé franco, c'était le but. Je voulais dire ce que je ressentais, j'étais dans une phase de combat et j'avais effectivement décidé que j'apporterais ma contribution au fait qu'elle ne soit pas présidente de la République. Mais je veux bien reconnaître qu'elle a plus de qualités que je ne l'ai suggéré, ce qui n'enlève rien au fait que je n'adhère pas à sa façon de concevoir la politique et je n'adhérais pas, et je n'adhère toujours pas, sur le fond, à un certain nombre des propositions qu'elle faisait ou qu'elle ne disait pas de ce qu'elle allait faire. Donc voilà. Et alors, au soir du premier tour, vous annoncez votre soutien à Nicolas Sarkozy. Vous êtes le seul des ministres d'ouverture à avoir voté Sarkozy aux 2 tours. Encore faut-il le dire. Et donc, vous avez organisé le pôle de gauche de la majorité sarkozyste. Alors, il vous a dit quoi pour vous convaincre, Sarkozy? Les Ray-Ban, les top modèles? C'était quoi l'argument? Non, parce que... Bref, je vais aller faire une plaisanterie qu'il faut que je retire tout de suite. Je vais répondre tout de suite sur le fond. Faites-la, la plaisanterie. Non. Ah bon. On n'a pas le droit de faire de plaisanterie quand on est ministre. Si, mais parfois on peut déraper quand on veut en faire. Et puis vous le retrouvez beaucoup sur le zapping, et puis sur le net, et puis ça fait beaucoup de choses. J'ai donné déjà. Alors, pour revenir sur le fond, il m'a dit la France a besoin d'être réformée. Je vais ouvrir. Je veux plusieurs personnalités de gauche. Il m'a convaincu et il a respecté scrupuleusement tout ce qu'il m'avait dit il y a 18 mois. Et je peux vous dire, 18 mois après, je voterai 2 fois pour Sarkozy. Voilà.
suis pas sûr que la blague aurait pas été mieux, Éric. Oui, elle aurait été mieux. Voilà, bon, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Mais je vous la garde pour tout à l'heure. Non, mais pour c'est les la coulisses. fonction, vous êtes ministre, évidemment. Alors, vous devenez à ce moment-là l'incarnation de la traîtrise, quoi. C'est plus contrasté. Les gens dans la rue ou les lettres que je reçois, ils me parlent d'autre chose. Ils me parlent de courage, ils me parlent de... Comment on dit quand on veut être poli? Cojones, c'est ça? Ouais, vous avez des couilles. Voilà. Ouais. Je préfère que ce soit vous qui le disiez. Ouais. Et puis il y en a d'autres, effectivement, qui m'accusent, qui m'insultent. Vous dites, je n'ai jamais trahi mes valeurs et mes engagements. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Regardez la façon dont Nicolas Sarkozy... Aujourd'hui, on n'en parle pas, parce que là, on parle du Sarkozy avant la crise, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il est devenu socialiste, Sarkozy, donc si vous voulez. C'est normal qu'il vous... Aujourd'hui, c'est logique. Quand on discute avec les ministres et députés européens, puisqu'on sort de 6 mois de présidence française de l'Union européenne, parce qu'en France, quand on dit Sarkozy a bien géré la crise, on peut être soupçonné d'être des cire-pompes, surtout quand on est au gouvernement. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la revue de presse internationale et quand on discute avec nos homologues étrangers, ils nous le disent tous, y compris ceux qui étaient sceptiques ou anti-sarkozystes pour aller vite, ils nous disent tous, quelles que soient leurs convictions, chapeau la France. Bon, on a un big up pour Sarko, non. Marquez, Sarkozy aussi, il avait une image de traître, ça ne l'a pas empêché d'être président de la République. Hein. Rassurez-vous, j'ai beaucoup moins d'ambition. Alors, on parle de vous. Qu'est-ce que comme mec, hein. On parle de vous pour remplacer Brice Hortefeux au prochain remaniement ministériel. Alors, après avoir été le traître, vous n'avez pas peur d'être le facho? Bon, vous savez, d'abord, avec le temps et l'expérience, je n'ai plus peur de grand-chose. Ce que disaient les journalistes ou quelques écrits quand j'ai quitté le Parti socialiste, il paraît que j'étais susceptible. Je vais vous faire un aveu, je crois que c'était vrai. Mais je me suis bien soigné. Ah, vous prenez bien les vannes, ça va. Je me suis bien soigné en 18 mois. Ça aide. Donc, il n'y a pas de problème. Pour le reste, je le lis dans la presse, il y a 2 personnes qui peuvent vous parler de ces choses-là, le président de la République et le Premier ministre. Au moment où on se parle, ils ne m'en ont pas parlé. Vous allez rester avec Sarko, là, de toute façon. Ah oui. Vous n'avez pas le choix. J'ai pas le choix. Vous ne pouvez pas retourner au PS, là. Mais j'ai le choix d'arrêter la politique quand je veux. Quand je veux. Comme vous le savez, en P2, nous recevons de nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Et d'abord, Éric Nolot. Éric, bonsoir. Vous connaissez Éric Besson? Oh oui. Vous l'avez vu chez Ruquier, j'imagine? Je l'ai vu chez Ruquier. Ça s'est bien passé? Mais comme il y avait beaucoup de gens qui lui étaient hostiles, je dois dire que j'ai un peu... je me suis un peu modéré par rapport à ce que je pense vraiment. Ah, vous êtes capable de modération, alors? Oui, je peux prendre pitié de l'invité quand il est vraiment dans un contexte. Pour être honnête, ça ne m'a pas marqué quand même. Alors, est-ce que vous croyez que pour 1 200 € par semaine, ça vaut le coup de supporter Éric Zemmour? Oui. Non seulement je gagne ma vie, mais Zemmour gagne à être connu. Donc il gagne sur les 2 tableaux. D'accord, voilà. Alors, vous êtes l'homme qui a fait pleurer Laurence Boccolini. Hein. Ça, c'est pas dur. Ce qui aurait été plus dur, c'est de la faire maigrir. Vous avez pensé ça? J'ai pas essayé. Voilà, vous êtes la terreur des people en promo, l'homme qui énerve les stars, Boccolini, Michael Youn, Cali, Coé. Coé, vous l'avez traité de con. Redondance. Il vous a attaqué, hein? Oui. Il vous a attaqué au tribunal, qu'est-ce qu'il peut dire, alors? Non, c'est moi qui dois dire. C'est-à-dire, je dois prouver qu'il est con. Ah bah, il suffit de regarder son émission. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ben oui. J'espère que ça suffira. Ah ben l'autre. Elle est bien, cette veste, elle est réversible? Oui, vous dites Coé est sur le déclin, c'est pour ça qu'il l'a mal pris, en fait. Ça marche pas aussi bien qu'auparavant. Bah, peut-être que ceux qui aimaient beaucoup pipi caca popo quand ils avaient 12 ans, maintenant ils en ont plus 12. Maintenant ils en ont 18, peut-être ça leur plaît moins. Moi c'est une hypothèse comme une autre, je sais pas, je veux pas un deuxième procès non plus, Thierry. Non, vous, votre truc quand même, grosso modo, c'est d'installer une relation de confiance entre vous et le téléspectateur, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les gens croient ce que vous dites. C'est vrai qu'à la télé, il faut bien dire, les gens ne croient pas tellement ce qui se dit, quoi. On prend un peu les téléspectateurs pour des idiots parce qu'ils comprennent bien que qu'en 99% des cas, l'animateur ou le chroniqueur ne pense pas ce qu'il dit. Et finalement, ça se retourne contre le système puisque plus personne ne croit personne. Alors c'est sûr que quand je fais un compliment, par exemple, là c'est la ruée dans les librairies parce qu'ils se disent si même lui a aimé. Alors, pour Guy Carlier, tout ça, c'est de la manip, en fait. Guy Carlier, il dit... c'est pour faire monter l'audience, c'est pour être repris sur le blog de Morandini le dimanche matin. Et il ajoute, Guy Carlier, c'est à pleurer. C'est marrant, cette habitude, vous avez de faire pleurer les gros. Ça, je vous le laisse. Après Laurence Boccolini. Mais c'est une fine analyse de Carlier. Mais est-ce que vous avez remarqué que
chez les snipers, ça se passe un peu comme chez les terroristes, c'est-à-dire que les repentis dénoncent ceux qui sont encore en activité. C'est vrai, c'est assez curieux comme parallèle. Alors, on va faire de la promo, là, pour vous. Il faut, là. Alors, je sais pas comment on va faire. Hein. Alors, le jour des Nolo, édition 2008, alors tout le monde y passe. Hein. BHL. BHL, je pense que c'est une imposture totale. C'est-à-dire, je pense que lire BHL, c'est une perte de temps totale. Voilà. On peut lire tout est mieux que BHL. Ah oui, Villepin. Moi, je l'aime bien dans la vie, Villepin, mais quand il se met à parler de poésie, voilà, il monte tout de suite sur ses grands chevaux. Ouais. C'est quelqu'un qui est en état d'ébriété poétique permanent. Alors, il y a Angot, évidemment, Christine Angot, c'est facile de critiquer, là. Il y a un critique, un éminent critique, qui a dit, écoutez, Jour des Nolo sont dégueulasses, s'agissant de Angot, ils inventent des citations d'Angot pour se foutre d'elle, parce que c'était tellement énorme que le type ne s'était pas aperçu que c'était des vraies citations. Pour vous dire où on en est. Alors, Solaire, s'il a un peu tendance à écrire sous lui, quoi. Il faudrait que ça cesse, là. Il faudrait que quelqu'un ait le courage peut-être de lui dire en face, un ami, une connaissance. Vous êtes atterré ? Non, j'écoute avec intérêt. Vous dites quoi de Marc Lévy ? Marc Lévy, c'est le néant total. C'est le degré zéro de la littérature, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, et il voudrait en échange obtenir sujet, verbe, compliment. Malheureusement, la vie n'est pas aussi simple. Non mais attendez, qui trouve grâce à vos yeux ? Beaucoup de gens, en fait. Mais bon, vous savez, c'est pas vous, je dis pas ça pour vous, mais les gens prennent plus de plaisir à la méchanceté qu'à la gentillesse. Oui, donc les bons, en fait, on n'en parle pas, donc. Non, et tout le monde s'en fout quand j'en parle. Donc, parce que ça m'arrive, mais tout le monde s'en fout. Vous en pensez quoi, vous ? C'est un exercice de style, il est sur une niche marketing, Éric Nolot. C'est le méchant du PAF. Si je suis votre orbite, peut-être un jour je deviendrai le gentil du PAF. Mais d'ailleurs, tu druckérises un peu en ce moment. C'est vrai. Il y a une druckérisation de Nolot. C'est pas ce que disent Attali et Berger. Non, pas du tout. Enfin voilà, donc tout ça pour 13,50 €. Hein. Oui, mais attention, parce que là, on résume en formule, mais c'est un livre assez sérieux. On a tout oui, lu. j'ai dit Lagarde et Michard. La preuve, c'est qu'on en est à la 2e édition, et vous allez le remettre à jour, j'imagine, tous les ans. Bien sûr, je pense qu'Olivier Adam a sa place dans la prochaine édition, Yann Moix. Voilà, Éric Nolot, donc le jour des Nolo, édition 2008, augmentée. Voilà, on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1. Surtout, pas de panique, ne vous inquiétez pas. Cette histoire d'attentat au printemps, ça n'a pas l'air sérieux. Du travail d'amateur qu'on vous dit. Ben justement, c'est ça qui est flippant. Si même des amateurs réussissent à faire rentrer des explosifs dans les grands magasins, alors qu'on est en alerte maximum, plan Vigipirate niveau rouge, mais qu'est-ce que ce sera quand des professionnels voudront nous frapper pour de bon ? C'est la nouvelle mode dans les manifs lycéennes, le freeze. Pour dire non aux réformes, les participants s'immobilisent tels des milliers de petits mammouths pris dans la glace. Surtout, ne changeons rien. 8% des ados de 15 ans savent à peine lire, la France est 19e au classement de l'OCDE pour l'enseignement de la lecture, tout en dépensant plus d'argent par élève que la Finlande qui est première du classement. Mais surtout, freeze, ne changeons rien. Vu que les élèves français n'ont pas l'air d'être des flèches, Darcos devrait ruser. S'il décrète un gel total des réformes, avec un peu de chance, les lycéens descendront dans la rue pour réclamer le contraire. La semaine dernière, Sarkozy se prenait pour le sauveur du monde. Rien ne pouvait l'arrêter, même pas la crise. Cette crise, elle ne doit pas nous inciter à attendre, elle doit nous inciter à agir vite, à agir fort. Et pour agir, cette semaine, il a fait marche arrière sur le travail le dimanche, avant de carrément se dégonfler devant une poignée de lycéens boutonneux. Darcos a dû céder face aux manifestants, exactement comme Ferry en 2003 sur les universités, comme Fillon en 2005 sur le bac, ou Villepin en 2006 sur le CPE. Bref, fini la rupture. Sarkozy fait du Chirac, des grands discours pour frimer sur la scène internationale. Et c'est une grande satisfaction. Tandis qu'en politique intérieure, il se dégonfle avec des réformes qui font pchit. Aucun renoncement par rapport à ce qui a été décidé. Voilà, c'était les infos de Blacko. Mise en image de Julien Grappe, voilà. Alors, nous a rejoint Laurent Baffy. Laurent, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous confirmer une incroyable nouvelle, Laurent. Il semblerait que les merles pondent des œufs de couleur bleue.
Pas forcément bleu, mais il y a des petites taches bleues, oui, sur les œufs des merles. C'est oui. incroyable. Oui. Le bleu est une couleur assez rare dans la nature. Qui d'autre est bleu dans la nature? Les schtroumpfs? Les schtroumpfs, oui, mais qui sont peut-être une légende. Hein, ça reste à vérifier, les schtroumpfs. Alors ça continue, cette lubie des animaux, mon cher Laurent? Oui, bien sûr. Mais ils vont tous crever avec le réchauffement climatique. Oui, là, il y a les 2 tiers. Les gens sont morts de rire. On va tous crever dans la grosse souffrance. Tout le monde va crever. Et ça fait rire le public, c'est marrant. Non, c'est vrai que là, c'est chaud, là. C'est le cas de le dire, oui. Qui va crever en premier? Peut-être l'homme. Ah. Et ce sera un mardi, d'après Nostradamus. Alors, au théâtre, 3 pièces, 3 succès, Laurent. Hein. Celle-ci s'appelle Un point, c'est tout. C'est au théâtre du Palais Royal, avec Patrick Préjean, Nicole Calfan, Mehdi El Glaoui, Mado Morin, Alain Bouzigues et Le Trave. Ah oui, ça y t'a marqué. Beaucoup de gens sont complètement troublés par cette créature. C'est une créature. Et la question que se posent les gens, c'est est-ce que si j'ai un rapport sexuel avec cette créature, ça fait de moi un homosexuel? Elle n'a pas été opérée. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, elle n'a pas été... Tu l'as trouvé où? Dans le bois. Ah oui, bien. Alors le pitch, c'est un stage pour récupérer les points de permis, évidemment, où se rencontrent des gens qui ne devraient jamais se rencontrer. Il faut savoir que cette année, 100 000 personnes ont perdu des points. Il y a eu près de 10 millions de points retirés. Ça ne va pas s'arranger avec la multiplication des radars. Cette pièce, indépendamment d'être drôle, est très pédagogique. On a obtenu de la part de la préfecture un petit deal qui est que si vous renvoyez vos tickets du Palais Royal à la préfecture, vous retrouverez 3 points sur votre permis. Malgré ces mesures exceptionnelles, il y a encore des gens qui ne sont pas venus. Oh non. Alors, cette semaine, l'information principale, c'est que ça y est, enfin, c'est fait. Nicolas Sarkozy est devenu un vrai président de la République. Lui aussi retire des réformes sous la pression de la rue. Voilà. On dirait du Chirac, quoi. Le reproche qui est plutôt fait à Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir réformé à vitesse grand V. Oui. Alors, vitesse grand V, attention, sous la 5e... parce qu'on peut perdre des points en roulant. Oui. Je préfère vous prévenir. Lorsque je roule dans la Drôme, je conduis moi-même et je confirme, on peut perdre des points. Ouais. On ne se fait pas trop chier dans la Drôme? Non. Non. Donc, ce que vous dites... Sérieusement, je crois qu'en 18 mois, il y a eu plus de réformes de fait que sous toute la Ve République. Voilà. D'accord, ok, c'est réglé. Non mais les réformes, est-ce que on prend en compte leur utilité ou leur nombre? Parce que, par exemple, le travail le dimanche, c'est vraiment le principe de faire une réforme pour la réforme. Ça ne sert à rien, c'est plus de la réforme, c'est de la bougeotte. On ne peut pas résumer ce qui a été fait en 18 mois au fait d'ouvrir les magasins davantage le dimanche dans un certain nombre de zones. Et la réforme des universités, c'est quand même quelque chose dont on avait besoin. L'innovation et la recherche, on était tous d'accord pour dire qu'on était en retard en France. La création sur le marché du travail de ce qu'on appelle la flexicurité, comme le font les pays scandinaves, c'est une réforme majeure. En tant qu'homme de gauche, quel bilan tirez-vous du sarkozysme à ce jour? Non, je dis en tant qu'homme de gauche. Question habile. Réponds pas, c'est de la provoque, réponds pas. À quoi j'adhère? À l'alliance de la compétitivité et de la solidarité. L'accession des classes moyennes à la propriété par le logement, par les exonérations sur les intérêts des prêts, je ne suis pas complètement certain que si aujourd'hui la gauche revenait au pouvoir, qu'elle le supprimerait. Quant aux exonérations sur les heures supplémentaires, là non plus, on ne peut pas dire que ce soit une mesure pour les riches. Parce que qui est-ce qui fait des heures supplémentaires au SMIC? Ce n'est pas en général les riches. En fait, si on vous écoute là, voilà, Sarkozy est de gauche en fait. Non, il n'est pas de gauche. Il est réformiste et je crois qu'il y a un vrai clivage en France comme dans beaucoup de pays qui est entre les réformateurs et les conservateurs. Et vous avez des forces... On peut avoir des conservateurs de gauche, des conservateurs de droite. Réformatrices et conservatrices dans tous les partis. Nolo, alors? Oui, si on n'est pas d'accord avec Sarkozy, c'est qu'on est conservateur. C'est-à-dire, le mouvement est devenu une valeur en soi. C'est-à-dire, si vous changez, c'est forcément bien. Même si c'est le merdier après, tant pis, vous avez été dans le bon camp. L'immobilisme, c'est pas une valeur en soi non plus. Hein. Ce qu'on voit, c'est que les gouvernants ont de moins en moins de prise sur ce qui arrive, et il y a une inflation de la présidence de la parole.
Voilà, donc on va mettre 50 milliards, puis on en rajoute 50, et on voit bien qu'à l'arrivée, en effet, ça rassure un peu psychologiquement, mais que les choses échappent aux gouvernants. On voit bien que les marchés financiers font la loi. Moi, on me demande jamais mon avis sur les dossiers importants. Mais attends, on avait passé à toi. Non, mais jamais. Tu as fait 2 fois que tu me zappes totalement. Hein. Commence à me faire chier. Tiens. Ah non. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. Après l'attentat contre Kennedy, après celui contre Reagan, George Bush, lui aussi, a été victime d'un attentat. Il a essuyé 2 tirs de chaussures sans même que son service d'ordre ait eu le temps d'intervenir. Et comme le ridicule ne tue pas, George s'en est sorti sans une égratignure. Et pendant que le journaliste irakien se faisait péter le bras, il pouvait continuer de se marrer tranquillement à la tribune. Faut dire qu'il s'en tire bien, Bush. Sa guerre en Irak aurait provoqué 650 000 morts et il n'a même pas pris la chaussure dans la tronche. Et Bernard Madoff, il mériterait pas lui aussi de prendre une petite pantoufle dans la tronche? C'était soi-disant le père tranquille de la finance. Jamais un coup de poker, que des placements garantis à 10%, quelle que soit la conjoncture. Ces 15 dernières années, sa société a été contrôlée 4 fois et on lui a donné tous les certificats d'honnêteté. Et finalement, c'était l'escroc du siècle avec 50 milliards de pertes. Tout pour le fric. Tout pour le fric. On va finir par se demander si ça existe, les milliardaires honnêtes. La prochaine fois que vous croisez un milliardaire, n'hésitez pas à lui balancer votre pantoufle dans la tronche. Si vous ne savez pas pourquoi, lui, il saura. Le problème, quand on commence à balancer des godasses, c'est qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Tiens, Kouchner qui perd 10 points dans les sondages. Haha. Raté. Et le PDG de la SNCF qui augmente le prix des billets de TGV, vous croyez pas que... Raté. Et puis il y a Natixis qui a encore perdu de l'argent dans l'affaire Madoff. Alors là, encore raté. Sinon, Sidney Govou, 7 fois champion de France, contrôlé à 2,6 grammes au volant. Oh le nul. Raté. Non mais quelle maladresse. Et puis Coé, dont les dernières audiences sont en baisse. Oh pas loin. Alors, qui d'autre? Qui n'en veut? Ah, ils ont intérêt à être bien les cadeaux de Noël, hein. Sinon, c'est direct mon petit soulier dans la tronche, hein. Avec la crise, on devient hargneux. Et encore, cette année, on ne balance que des chaussures. Mais l'année prochaine, qu'est-ce qu'on balancera? Voilà, c'était les infos de Blacko 2, mise en image de Julien Grave. Voilà. Alors Madoff, le scandale Madoff, alors 50 milliards de dollars. Lui est un escroc, c'est une évidence absolue. Mais ce qui est plus inquiétant et plus troublant, c'est qu'il est plus passé entre les mailles du filet. Oh, il n'y a pas de vitre, regarde. Oh, les escrocs. C'est ça la télé, fumier. Hein. On continue, on s'en fout de ce qu'il fait. On s'en fout de ce qu'il fait. Fous-nous la paix. Oui. Ça veut dire que dans ce qu'on appelle la régulation du capitalisme financier, il va falloir recommencer par les fondamentaux, le fonctionnement. Parce qu'il y a plusieurs années, la SEC s'en était préoccupée. Il y a déjà 10 ans que ce mec-là, on surveille et tout. Et en fait, il est tombé quand les gens sont allés se faire rembourser. Alors, vous faites un colloque le 8 et 9 janvier pour réguler le capitalisme, au cours duquel est invité Tony Blair, d'ailleurs, et le président de la République, Nicolas Sarkozy. Alors, quand on voit des trucs comme Madoff, on se dit que ça va être dur de réguler le capitalisme. Hein. Oui, mais ils prennent 2 jours pour le faire, donc ça devrait aller quand même. Ouais. Ce sont les sanctions, parce que Madoff tombe, parce que c'est un escroc. Ouais. Mais tous ceux qui ont donné des avis favorables pour sa petite entreprise de cavalerie, on n'en parle jamais. On veut mettre les gamins en tôle à 12 ans, et les gens qui escroquent les gens pendant 12 ans ne vont jamais en tôle. L'une des grandes leçons de la crise, c'est effectivement qu'on a besoin d'États forts, c'est une donnée absolue. Ça n'empêche pas, demain, on ne va pas plaider le retour au plan et le retour à l'appropriation collective. Non, mais c'est vrai, ils ne sont jamais nommés. C'est incroyable, le mec, il détourne 50 milliards de dollars. Il a filé 10 millions de dollars pour être en liberté sous caution. Il se balade dans New York avec sa chinoise. Il est en liberté. Non, mais franchement, c'est énorme, ça, quand même. Pas une seconde l'inverse. Je trouve qu'à ce niveau-là, l'État n'est pas moral. Et après, on dit, alors on se fait traiter de poujadiste quand on dit tous pourris, mais il n'y a aucune moralité. L'État ne dégage pas de moralité et ne rassure pas le peuple avec ça. Voilà. Une fois qu'on a dit ça,
comment on fait pour y répondre? Quelles sont les règles qui vont permettre de l'empêcher? Ça demande un peu de discussion et d'huile de coude pour essayer de comprendre comment c'est arrivé et comment on ne va pas le reproduire. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. T'as vu que Spielberg s'est fait arnaquer aussi? Mais oui. Tu me diras, Indiana Jones 4, c'était une arnaque aussi. Ouais, grosse arnaque. Bien, alors, on va profiter de votre présence sur le plateau pour décerner les Nolo d'or 2008. Nolo d'or 2008 du pire invité chez Laurent Ruquier, Coé, Laurence Boccolini, Robert Ménard, Michael Youn ou Yann Moix. Robert Ménard. Robert Ménard. Pire invité. Pourquoi? Robert Ménard, parce que c'est une sorte d'indigné stipendié, quoi. C'est-à-dire c'est un professionnel de l'indignation. C'est-à-dire vous le réveillez en pleine nuit, il s'indigne. Il se réveille, avant même de savoir s'il y a du café, il s'indigne. Et on finit par plus trop y croire, quoi. Voilà. Et moi, ça fait longtemps que j'y crois plus. Alors, le Nolo d'or 2008 de l'Éric le plus insupportable. Alors, Éric Judor de Éric et Ramsey, Éric Zemmour, Éric Nolot, Éric Besson ou Éric Raoult. Le plus insupportable. Alors, celui qui peut pousser l'insupportable vraiment à ses limites, c'est quand même Zemmour. Oui. Zemmour, oui. C'est bien. C'est bien. Oui. D'accord. Zemmour peut se rendre insupportable. Mais vous savez que Zemmour se trouve insupportable lui-même. Ah bon? Oui, absolument. Là, c'est psychiatrique, là. Oui. Faut faire attention. Nolo d'or 2008 du pire job. Entraîneur du PSG, prof à la Starac, père du fils de Mathilde Seigné. Horrible. Consultant technique sur les matchs de Ligue 1 ou Premier ministre. Alors, Premier ministre, ça a l'air d'être un métier de chien. Non, là, je pense que c'est le pire métier. Pourtant, ils se battent pour y arriver, donc c'est un peu troublant. Mais oui, il a des sciatiques, il en a plein le dos. Vous? Ça vous plairait d'être Premier ministre? C'est pas la question. François Fillon est très heureux d'être Premier ministre. Mais détrompez-vous, vous l'avez vu ces derniers jours? Non. Oui, vous devriez. On était cons. On l'a vu les jours d'avant, nous. Moi, je me serais pas permis de le dire, mais puisque vous l'affirmez, je veux bien. Il est en pleine forme et je crois qu'il est très fier de ce qu'il a fait depuis 18 mois. Cette joie de vivre communicative, c'est incroyable. Voilà. Et les Français le sentent bien, le moral est au plus haut, là, en ce moment. C'était les Nolo d'or 2008. Voilà, alors on va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine. On passe au champion de l'actu. Qui a dit « Je ne suis pas un tortionnaire ni un esclavagiste », George Bush à propos de l'Irak, Nonce Paolini à propos des conditions de travail à TF1, Nicolas Sarkozy à propos du travail le dimanche, Paul Le Guen à propos du PSG, Bertrand Delanoë à propos de la mairie de Paris. Paolini? Non, je crois que c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, bravo. Éric Besson marque un point. Qui a dit, en arrêtant la télé, je me suis rendu compte que la vie était chère. Ah, je sais. Que je n'y arriverais pas si je ne faisais pas quelque chose. Laurent Baffy, Alain Chabat, Evelyne Thomas, Christine Bravo, Antoine Decaune ou Stevie. Bravo. Bravo, bravo. Hey, il a attendu la fin de l'énoncé pour pas que ça fasse un homard. Il est très très bon. Hein. Parce que le homard, le point va en face, évidemment. Oui, tu connais la règle. Hein. Tu connais la règle du homard. Bon. Comment Jean-Louis Borloo s'est-il rendu au Parlement européen le 4 décembre dernier pour présenter le paquet climat-énergie? En Thalys, en vélo, en covoiturage, en avion gouvernemental ou en taxi? En avion. Vélo? En avion, bravo. Voilà le même Jean-Louis Borloo qui déclarait au moment du Grenelle de l'environnement, la route et l'avion deviennent des solutions de dernier recours. Pour les autres. Pour les autres. Et là, il a dit, nous aurions raté le dernier train en retour si on n'avait pas pris l'avion. Donc, toujours une bonne raison. Ouais, toujours une bonne raison, évidemment. Quel homme arrêt sur le côté a dit, si le nouveau mode de nomination du président de France Télévisions avait prévalu il y a 4 ans, jamais Jacques Chirac n'aurait pu assumer politiquement la nomination du co-auteur de sa femme. François Fillon,
Jean-Pierre Foucault, Alain Minc, Pierre-Luc Séguillon ou Éric Besson? Minc, moi je dirais, oui. Minc, bravo. Ouais. Qui a dit « J'ai été choisi et pourtant j'ai autant de charisme qu'une huître ». Marie-Georges Buffet au PC, Martine Aubry au PS, Cécile Duflot chez les Verts, Christine Albanel à la Culture ou Flavie Flamand à TF1. Cécile Duflot. Bravo. Bravo. Il est rapide. Besson d'une courte tête. Une courte tête. Stéphane qui est en tête. Laurent Baffy est en tête. Bravo mon Lolo. Mais ça ne change rien, puisque de toute façon, les compteurs sont remis à zéro. La vie est injuste. Il y a le banco. Afin d'aider sa femme à mieux comprendre Nicolas Sarkozy, qu'a fait le mari d'Angela Merkel? Il lui a offert la bande dessinée Sarko Ier. Il lui a offert des DVD de Louis de Funès. Oui, c'est ça, comme je veux gagner. Hop, Omar. Voilà. Alors, punition pour vous, je suis désolé, parce que Avec le plaisir, Omar allons-y, donne le point en face. Oui, oui. Alors, vous avez été réélu maire de Donzère au premier tour des municipales de 2008 avec 69,92% des suffrages. Vous avez mis quoi comme parti variable? Avoir fait le meilleur score que je n'ai jamais fait cette année, compte tenu de ce qu'avaient dit un certain nombre de personnes, dont Éric Nolot, est un grand plaisir. Donc merci pour la punition. Ah, il aime sa punition. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. À vous, Stéphane Guillon, pour la semaine. On commence avec une nouvelle un peu triste. Les 50 familles arabes les plus riches du monde ont perdu 25 milliards de dollars à cause de la crise financière. Si vous souhaitez les aider, vous pouvez envoyer un chèque, ambassade d'Arabie Saoudite, Paris 8e. Oui, je veux sauver un émir. Attention, aucune somme inférieure à 1 000 €. Hein, aller à la banque pour si peu, ça leur casse les couilles. Les journalistes sont des feignants. Les 3 mêmes couvertures dans la presse à quelques jours d'intervalle. Le 11 décembre dans 20 minutes, le 12 dans Libération et le 15 dans Le Parisien. Et à la télé, c'est la même chose. Voici Thierry Ardisson dans l'émission du 6 décembre, Thierry dans l'émission du 13 et Thierry ce soir. Le journaliste irakien qui a lancé ses chaussures sur George Bush a été hospitalisé avec un bras et des côtes cassées. Lui aussi, il a dû prendre une chaussure, mais il y avait le pied à l'intérieur. À Paris, les modèles des Beaux-Arts ont manifesté nus contre une décision prise par la mairie. Des filles nues pour amadouer Bertrand Delanoë? Aucune chance. C'est perdu d'avance. Des radars vont être installés au passage à niveau. On s'en fout. On paye pas d'amende à la morgue. Un peu noir. C'est pour Noël. Merci. Tentative d'attentat au printemps. 5 bâtons de dynamite ont été trouvés. C'est sûr? Non, parce que le dangereux terroriste de l'ultra-gauche, finalement, il était épicier à Tarnac. Ce serait pas plutôt des bâtons de salami qu'on aurait trouvés au printemps, hein? Très bien. Le beat de l'année revient à Martine Aubry. En 2 semaines, elle n'a vendu que 112 exemplaires de son livre intitulé « Et si on se retrouvait ?» Eh bien, elle a la réponse. Et une question d'un téléspectateur, Rémi, qui nous demande si les 112 qui ont acheté son livre sont les mêmes 112 qui ont été voir L'Emmerdeur avec Richard Berry. C'est probable. C'est pas bien, Rémi. Hein. Mauvais esprit, c'est pas bien. Après avoir dézingué Ramayad, Bernard Kouchner perd 10 points dans les sondages. Faut faire gaffe. Si t'es juste un traître, ça va.
tu perds pas de points. Éric Besson a tous ses points. Si t'es un faillot, ça va aussi. Xavier Bertrand a tous ses points. Mais si jamais t'es un traître, un faillot et un gros misogyne, là tu dégringoles. Joli. La crise frappe même au sein des ministères. Nadine Morano est obligée de s'habiller avec les rideaux. Rachida Dati cherche toujours le père de son enfant. Droite. Mais non. Libération publie des photos du centre de rétention de Mayotte. C'est en France. Alors voici le dortoir des femmes. Voici celui des hommes. Et voici la salle à manger. Non, non, non. Ça, c'est le petit-déj offert par Sarkozy à ses homologues européens. Envoyez les bonnes photos, les gars. Merde. Excusez-les, monsieur Besson, ils ont des moufles en régie et ils envoient n'importe quoi, je suis désolé. Dans sa rubrique Bon plan, François propose des coiffures entre 0 et 10 euros. On peut voir un modèle à 5 euros? Ah ouais, quand même. Ouais, ça fait réfléchir. Et on termine là aussi avec une nouvelle un peu triste. Peter Falk, l'inspecteur Colombo, souffre de la maladie d'Alzheimer. On s'en doutait un peu. Souvenez-vous, il quittait une pièce et puis... Excusez-moi, j'ai oublié de vous demander... quand vous êtes rentré, le tapis du salon était roulé ou... Et... dernière chose... Est-ce qu'il avait plu ce jour-là? Merci. Ah, j'ai oublié. Joyeux Noël à tous. Salut, merci. Comme vous le savez, en P3, nous recevons l'auteur d'un essai, d'un document, d'un témoignage. Ce soir, Anthony Delon. Toujours en compagnie d'Éric Nolot. Et Delon, ma fille, voilà. Alors, Anthony Delon, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez chez Michel Lafon Le Premier Maillon, un livre où vous faites le bilan de votre vie et où vous racontez comment vous avez été amené à le faire. Voilà. Alors ça commence en 2006, et là, dans un taxi, d'un seul coup, vous sentez un manque d'air, une sensation d'étouffement, vous demandez à sortir, et vous vous retrouvez dans la rue, les deux genoux à terre, à pleurer comme un gosse. Voilà. Oui, je suis tombé malade, j'ai fait de l'anxiété généralisée. C'est quoi ? C'est des phobies d'abord qui viennent s'installer et qui vous attrapent à la gorge. C'est une perte de référence. On fait des crises de panique attaque aussi, on ne peut plus sortir de chez soi, on ne peut plus monter dans un ascenseur, on ne peut plus voir Laurent Baffy. Voilà. Donc là, ça va mieux, c'est pour ça que je suis là ce soir. Voilà. Alors, vous êtes né le 30 septembre 1964 à Los Angeles. Vos parents, Alain et Nathalie Delon, divorcent lorsque vous avez 4 ans. Vous êtes éduqué donc par votre marraine, Loulou, qui a disparu en 2003, c'est ça, hein? Et qui était qui pour vous? Elle était comme ma mère. Elle était comme ma mère, elle a été là tous les jours avec moi, tout le temps. Alors, vous avez beaucoup souffert, en fait, de l'absence de votre père. Vous dites grandir sans père, c'est un peu comme vivre dans une maison sans toit. On se sent comme un funambule. On ne sent pas cette autorité rassurante au-dessus de soi. On ne se dit pas, demain, s'il m'arrive quelque chose, eh ben, y a quelqu'un qui va pouvoir me tendre la main et qui va me relever. Ouais. Donc, on a un peu l'impression d'être sur un fil. Voilà. Et c'est assez difficile à vivre. C'est terrible parce que c'est un père absent, mais en même temps terriblement écrasant. C'est-à-dire que vous dites, j'ai toujours été terrorisé par mon père, j'avais peur tout le temps, j'ai grandi la peur au bide. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez un rapport à Alain Delon qui est un rapport de crainte permanente, quoi. Oui, je crois que c'était un mélange un peu entre sa personnalité, bien évidemment, qui n'est pas facile, et puis l'image que j'avais de lui au cinéma, et peut-être cette image aussi qui s'est confondue chez lui avec sa propre personnalité. Bien sûr, oui. Toute cette enfance, en fait, vous construisez cette forteresse contre vos émotions, et c'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un seul coup, le mur s'écroule et vous dites, finalement, oui, j'étais hypersensible, j'étais très malheureux. Et... Ce mur, je l'ai érigé très tôt, très jeune. Ça m'a permis de retrouver l'enfant qui est en moi. Et je pense que dans la vie, mais aussi dans le métier que je fais,
Le rapport à l'enfance est très important parce que c'est l'immédiateté des émotions, des sentiments et du ressenti. Et cet enfant, je l'avais emprisonné. Donc à 17 ans, vous décidez de plaquer l'école, et alors là, votre père, évidemment, tu vas y retourner, sinon tu vas dans une maison de correction en Pologne ou en Yougoslavie. Ça, c'est extrême. Ah oui, c'est extrême. Mon père, à 17 ans, il a voulu partir de chez lui. Il a demandé à partir en Indochine. Et sa mère a signé, parce qu'il était mineur. Donc ça veut dire que quelque part, sa mère, elle l'a envoyé au casse-pipe. Ouais. Dans la tête d'un gosse de 17 ans, c'est un tremblement de terre. Et ensuite, il ne peut pas avoir le même rapport aux autres, il ne peut pas avoir le même rapport à son propre fils. Vous avez fait pas mal de conneries quand même, hein? Ah. Non, mais c'est pas ça, c'est simple, c'est qu'il voulait imiter son père. Mais au lieu d'imiter Alain Delon dans les rôles de flic, il imite Alain Delon dans les rôles de voyou. Voilà. C'est un mauvais choix, mauvaise pioche. Alors ça commence par des trucs un peu de blouson doré, quoi, sur le périph' à 200 km/h dans une Ferrari. Jusque-là, bon, ça va encore. Voilà, alors après, bon, il y a évidemment, ça continue des trucs un peu plus durs. Il y a un braquage, vous avez un Max 50, une BMW volée. Et là, vous n'avez pas de peau parce que votre pote, il fait un détour pour voir sa nana. Évidemment, il se fait chauffer par la BAC. Et l'arme, en fait, avait été volée à un gendarme lors de l'évasion de Bruno Sulac. Donc c'est vrai que, voilà, vous jouez au voyou, mais c'est pas non plus des scénarios qui sont super bien écrits, quoi. Ça aurait pu l'être, mais rétrospectivement, je me dis d'abord que c'est peut-être un mal pour un bien, qu'on soit fait serrer à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Hein, et puis, je sais pas... C'est encore une fois avec le recul que je dis et que j'écris, j'ai sans doute voulu dépasser le père en étant dans la vie ce que lui était à l'écran. Alors voilà, donc cette histoire évidemment fait les titres de la presse, vous vous retrouvez en tôle, et en tôle, Alain Delon vient vous voir. Donc c'est vrai que quand tu es en tôle et qu'il y a Alain Delon qui vient te voir, tu sais plus de quel côté de l'écran tu es, quoi, non? Ouais, je me suis dit que c'était pas mal de raconter ça, puis d'y mettre une petite pointe comme ça de... Voilà, c'est très agréable, oui. Bon, ensuite, alors vous lancez dans le cuir. Ça cartonne, hein. Là, vous achetez une Porsche, vous tapez Stéphanie de Monaco, là. C'est bien résumé. La chronologie n'est pas bonne. Je me suis lâché. C'était en même temps. Je me suis lâché. Alors, c'est marrant. Mais je l'ai acheté avec mon blé, la Porsche. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que là, c'est vraiment fait d'eau chez les fils d'eux, quoi. Quand vous voulez sortir avec Stéphanie, elle est avec Paul Belmondo. Ouais. Donc non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Ça se termine, vous vous tapez sur la gueule avec Paul Belmondo. À coup de poing, parce qu'il se battait pour Stéphanie. En fait, il y a eu mal donne, c'est-à-dire que je pensais qu'elle était plus avec Polo, c'était mon pote Polo. Bah oui, c'est ça. Et en fait, il se trouve qu'elle était toujours avec lui, mais voilà, il y a eu mal donne. Et quand il est rentré de vacances, eh ben voilà, la place était un peu chaude, donc moi. Voilà. Belle image. Je me suis retiré, il y a eu une embrouille et ça s'est... Deuxième belle image. Et là, c'est le drame. Non, là, ce qui se passe d'énorme, c'est que le prince Régnier, qui en a marre de voir notre ami Anthony tourner autour de sa fille, il lui envoie Frank Sinatra, comme c'est énorme. Ouais, il m'envoie C'était Franck. où, ça? C'était à Monaco. Et alors, c'est passé comment? Eh bien, j'étais dans la boîte de Régine et il y a le directeur de salle qui vient me voir et qui me dit « Anthony, si tu veux partir par derrière, vas-y. » Je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Il y a M. Sinatra qui te cherche. » Alors, je savais qu'il voulait pas chanter avec moi, mais je me suis dit quand même, c'est Frank Sinatra, je vais y aller. Et le mec, il était comme ça. Et donc, j'ai vu Franck. Donc, il m'a rentré dans la cabine et là, il m'a dit, il m'a fait un numéro d'affranchi. Touche pas, petit. Machin. Avec En fait, 1 heure après, vous étiez avec elle. 1 heure après. Il parlait pas anglais, il a pas compris ce que Oui, puis non, disait. il s'en fout de Frank Sinatra, il a raison. Voilà. Donc ensuite, ça tourne mal quand même, cette histoire. On découvre que vos associés dans cette affaire sont liés au milieu. Il y en a un qui prend 2 balles dans la peau. Enfin, tu vois, ça commence à mal tomber. Vous retournez en prison. Non, parce qu'on pensait que j'étais impliqué là-dedans et tout, mais du coup, ça a coulé ma société. Parce que c'était mon gérant. Ben voilà. Vous décidez de devenir comédien. Et là, c'est le drame. Là, il a raison. Et là, j'en prends plein la gueule. Ça commence très bien avec Rosie, le Festival de Cannes, tout ça, machin, fantastique. Et après, je me suis un peu pris les pieds dans le rideau et je ne m'attendais pas effectivement à un retour de manivelle aussi raide, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la contrepartie du nom de Delon. Comment ça se fait qu'après Chronique d'une mort annoncée, vous n'ayez pas fait une carrière? Je l'ai pris un peu par-dessus la jambe, c'est-à-dire que on m'a proposé ça, mon associé venait de se faire flinguer, ma boîte de cure se cassait la gueule, etc. Je dis pourquoi pas. Et après, j'ai fait des mauvais choix d'abord, et puis j'étais pas sérieux, donc je picolais, je faisais la fête, machin, etc. Et là, badaboum. Bon. Et puis un jour, vous rencontrez cette Sophie, avec laquelle vous avez 2 enfants. Alors, qu'a-t-elle de si extraordinaire pour vous avoir rassuré à ce point-là? D'abord, je l'ai aimée.
Je lui ai fait 2 enfants. Elle m'a donné 2 enfants, 2 filles. Voilà. Et puis j'avais 30 ans, et puis je m'étais calmé aussi. Et puis elle a beaucoup de qualités. Et comment dire, je sais pas, c'est des choses qui s'expliquent pas, ça. Ouais. Et puis bon, la vie aussi, je veux dire, le bouddhisme. C'est quoi les grands principes du bouddhisme à part les tongs? D'abord, c'est intégrer le principe d'interdépendance. Je pense que c'est très important. La compassion aussi. La compassion, c'est de se dire, voilà, c'est pas dire je compatis à ce qui s'est passé, c'est de se dire, qu'est-ce qui motive cette personne pour me faire du mal? Et d'ailleurs, je dis, c'est un antidouleur fantastique, je le dis dans le livre. Qu'est-ce qui la motive? Pourquoi cette personne me fait du mal? Elle est jalouse. Elle t'a heurté, elle t'a blessé. Elle souffre. À partir du moment où on essaie déjà de comprendre la motivation de l'autre et effectivement de comprendre que cette personne souffre, et c'est peut-être pour ça ou qu'elle est mal dans sa peau. Moi, je trouve ça très bien que vous en soyez là aujourd'hui. Je vous le dis franchement. J'en écrirai pas d'autres. Non, mais je trouve ça bien. Dernière question. Est-ce que, in fine, vous n'auriez pas préféré être le fils de Jean Lefebvre? Non, franchement, non. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Éric Besson, Éric Nolot, merci, Le Jour des Nolos, édition 2008, Laurent Baffy, Un point c'est tout, au Théâtre du Palais Royal, un très bon spectacle pour les fêtes. Anthony Delon, merci d'avoir été là, le premier maillon chez Michel Lafon. Je vous laisse avec mes amis de Groland Magazine. Je vous retrouve le 10 janvier, voilà. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.